voudrais aborder une notion délicate mais fondamentale, la notion d'information quantique, à travers le plus simple des systèmes quantiques envisageables, que l'on nomme un qubit. Le qubit est l'équivalent quantique du bit ordinaire que l'on rencontre en informatique ou dans la vie courante. Le mot qubit étant simplement la contraction de quantum bit, qui signifie littéralement bit quantique. Alors commençons par rappeler ce qu'est un bit ordinaire en physique classique, ou simplement dans le langage courant. Un bit désigne un système élémentaire, support de la plus petite quantité d'informations possible, un simple choix binaire entre deux possibilités, oui ou non, noir ou blanc. À l'ère de l'informatique, on se représente généralement le bit comme un chiffre binaire qui peut prendre deux valeurs, 1 ou 0. D'ailleurs, le mot bit vient de la contraction de binary digit qui signifie précisément chiffre binaire. Mais il est important de comprendre que ce peut être tout aussi bien n'importe quel choix entre deux possibilités quelconques. Ça n'a strictement aucune importance, il suffit qu'il y ait deux possibilités distinctes qui s'excluent mutuellement. Haut ou bas, pair ou impair, mort ou vivant, ou n'importe quoi qui permette de distinguer ceci de cela. Pas forcément des contraires d'ailleurs. Étoiles et camions fonctionnent tout aussi bien. Car l'élément fondamental, c'est l'établissement d'une distinction entre un ceci et un cela. De manière absolument générale, tout commence dans la réalité physique, dans le monde manifesté, par une distinction. Si rien n'est distinguable, si on ne peut pas différencier ne serait-ce qu'une chose d'une autre, alors il n'y a aucune chose. Une chose n'est une chose que dans la mesure où elle se distingue de ce qu'elle n'est pas. Le bit est donc le support d'une distinction élémentaire entre deux possibilités. En pratique, il y a rarement deux possibilités uniques, mais on peut facilement se ramener à un tel cas. Prenons l'exemple d'un tirage à pile ou face. Lorsque la pièce retombe, elle peut se retrouver dans un très grand nombre d'états, mais on ne retient que deux possibilités, pile ou face, suivant laquelle de ces faces est orientée vers le haut. On se fera grâce mutuellement du cas où ça retombe sur la tranche. Il est évident qu'il y a 1000 façons d'être pile. On peut être pile ici, ou là, ou même ici, mais orienté comme ça, ou comme ça. Bref, peu importe qu'il y ait un très grand nombre, voire une infinité d'états possibles, ce qui compte, c'est qu'on puisse distinguer entre une classe et une autre, et donc effectivement entre deux possibilités distinctes. En ce sens, la pièce de monnaie est un parfait exemple de bit classique réalisé en pratique. Bon, désolé pour ce rappel sans doute un peu trop élémentaire, mais il est important d'avoir bien ça en tête pour comprendre une différence essentielle qu'introduit une information quantique. Comme le bit classique, le bit quantique, le qubit, est un système permettant d'établir la plus élémentaire des distinctions que l'on puisse envisager au niveau quantique. Seulement voilà, la réalité quantique manifeste un certain nombre de différences essentielles par rapport à la réalité classique, dont en particulier ceci: il n'existe pas de système quantique à deux états. Il existe toujours tout un ensemble d'états possibles, formant ce qu'on appelle un espace d'états ayant une certaine structure, et il se trouve que cette structure fait qu'il est impossible de séparer cet ensemble d'états en deux sous-ensembles distincts, ou en tout cas distinguables, comme on a pu le faire avec les états de la pièce de monnaie, séparés entre état pile et état face. C'est une caractéristique fondamentale de la réalité physique, car rappelons-le, notre monde est quantique, et je voudrais essayer de le faire toucher du doigt ou de l'esprit, car je crois qu'il est possible de s'en faire une idée, même si on n'a jamais fait de maths ou de physique dans sa vie. L'espace des états en physique quantique est ce qu'on appelle un espace vectoriel, plus précisément un espace de Hilbert, mais on peut facilement éviter ce genre de détails techniques et considérer un espace qui nous est familier à tous, l'espace géométrique à deux dimensions, un simple plan, une feuille de papier, le plancher ou ce tableau. Dans cet espace, nous allons considérer une droite ou un segment de droite, disons un bâton sur le sol, dans une certaine direction. Le système auquel on s'intéresse sera ce bâton, ce segment de droite, et son état sera donné par sa direction. Alors commençons par un cas très simple d'un espace à une dimension, c'est-à-dire avec une seule direction. Dans ce cas, le système ne peut se trouver que dans un état, puisqu'il n'a qu'une seule direction, et par conséquent, ce système ne peut pas représenter un bit, ne peut pas matérialiser une distinction élémentaire entre ceci et cela, puisqu'il n'y a qu'un seul état possible. La situation est bien sûr différente dès lors qu'on a accès à une deuxième direction possible, par exemple celle-ci, horizontale, verticale. Auquel cas, on peut former un bit qui encoderait une information élémentaire par la distinction entre
la direction horizontale et la direction verticale. Mais ce que nous apprend la physique quantique, c'est que la structure de la réalité fait que dès lors qu'une deuxième direction est possible, c'est-à-dire qu'un deuxième état est accessible, alors toutes les directions du plan deviennent également accessibles. Dès lors qu'on a un deuxième état, en fait, on a une infinité d'états possibles correspondant à toutes les directions possibles, toutes les orientations possibles dans ce plan. La raison profonde en est ce qu'on pourrait appeler le principe de combinaison, qui dit que dès lors qu'on a deux états quantiques, effectivement, on peut les combiner de manière arbitraire. Qu'entend-on par combiner? Eh bien, exactement comme on combine des vecteurs dans un plan, d'où le nom espace vectoriel, mais peu importe. Voyons comment on peut combiner cette direction avec celle-ci. Par exemple, je peux décider de les combiner en mettant 2 fois cette dimension et puis une demi-fois celle-ci. Alors je vais prendre 2 fois cette direction, et puis une demi-fois celle-ci, puis je les mets bout à bout, et j'obtiens donc une nouvelle direction qui n'est ni horizontale ni verticale, qui est la combinaison, cette combinaison particulière de directions dans le plan. Je peux décider de prendre 1/3 de fois cette direction et puis 2/3 de fois celle-ci. Et j'obtiens une nouvelle direction. Peu importe la longueur du bâton, ce qui compte, c'est sa direction. L'état du système, c'est sa direction. Donc vous voyez que par combinaisons diverses, je peux constituer tout un ensemble de directions et donc tout un ensemble d'états nouveaux qui sont des combinaisons des deux états initiaux que j'avais à disposition, l'état horizontal et l'état vertical. Et par conséquent, soit on n'a qu'une seule direction et on ne peut pas faire de bits, soit dès lors qu'on a deux états possibles, en fait on en a une infinité, et donc c'est un peu compliqué également pour faire un bit, puisque le bit doit faire une distinction élémentaire, c'est-à-dire distinguer entre deux choses qui s'excluent mutuellement. Mais cette situation, on l'a déjà rencontrée avec la pièce de monnaie. Il y avait une infinité de façons de faire pile ou face. Il nous a simplement suffi de séparer l'ensemble des états possibles en deux états distincts, pile ou face. Et on peut très bien faire ça ici aussi. Je peux arbitrairement décider, par exemple, je trace une direction comme ceci, et je décide que toutes les directions qui se trouvent en dessous de cette direction limite, rouge, correspondent à l'état pile, et puis toutes les directions au-dessus vont correspondre à l'état face. Ceci est parfaitement possible, et donc dans l'ensemble des états infinis accessibles, je distingue deux classes d'états, l'état pile enfin les états pile et les états face. Sauf que ceci ne fonctionne pas en vertu d'une autre particularité absolument capitale de la physique quantique, qui est qu'il est impossible de prendre connaissance de l'état d'un système. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas dit dans le cas de la pièce, tellement ça paraissait évident, mais une pièce de monnaie permet d'encoder une information élémentaire, pile ou face, ceci ou cela, dans la mesure où je peux déterminer l'état de la pièce. Seulement pour la pièce, c'est très facile. Si je veux savoir si elle est pile ou face, ben je la regarde. Si je la vois pile, ben elle est pile. Si je la vois face, elle est face, évidemment. Autrement dit, l'observation révèle l'état du système. Mais en physique quantique, ceci ne fonctionne pas. On ne peut pas révéler l'état du système en l'observant, en le mesurant, parce que toutes les questions ne sont pas possibles en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un appareil de mesure qui cherche à s'enquérir de l'état d'un système ne peut pas revenir à poser une question générique du style « Dans quelle direction te trouves-tu » Auquel cas, si on pouvait poser au système la question « Dans quelle direction se trouves-tu » suivant sa réponse, on verrait soit qu'elle est au-dessous de la ligne rouge et on dirait qu'il est pile, et soit au-dessus et on dirait qu'il est face. Sauf qu'on ne peut pas poser ce genre de questions à un système quantique pour une raison vraiment fondamentale qui est vérifiée quotidiennement dans toutes les expériences que l'on peut mener dans ce cadre. On ne peut pas poser à un système une question du type « Dans quelle direction te trouves-tu » On ne peut poser que des questions du type, si le système a deux dimensions comme ceci, te trouves-tu dans cette direction-ci ou dans celle-là? On ne peut pas demander à un système dans quelle direction te trouves-tu, mais on peut seulement lui demander te trouves-tu dans la direction horizontale ou dans la direction verticale? Ou bien te trouves-tu dans cette direction-ci ou bien dans celle-là? On peut effectivement, dans un système à deux dimensions comme ceci, poser une question binaire. En ce sens, on a bien affaire là à un système binaire quantique. Donc, ceci est un qubit. Mais on ne peut pas s'enquérir de l'état du système. On peut juste lui poser la question « Es-tu dans tel état
ou dans tel autre, horizontal ou vertical, ou bien n'importe quelle combinaison de deux directions, orthogonale tant qu'à faire, enfin bref, ceci est un détail, et d'ailleurs pas uniquement. Alors, ceci introduit des différences, évidemment une différence fondamentale, alors que dans un cas classique, on révèle l'état du système simplement en l'observant. Dans le cas quantique, on ne peut pas parce que un bon instrument de mesure, qui donc peut poser simplement une question de type « es-tu dans l'état bleu horizontal ou es-tu dans l'état rouge vertical ?» un bon instrument de mesure doit vérifier la propriété qui la suivante. Si le système est effectivement dans l'état horizontal, l'instrument de mesure doit répondre horizontal. Si le système est dans l'état vertical, il doit répondre vertical, bien sûr, sinon c'est juste un mauvais instrument de mesure. Mais que répond le système si il se trouve initialement dans un état intermédiaire, une superposition, une combinaison de ces deux états rouge et bleu? Eh bien, par la nature même quantique de la réalité, à la question « es-tu dans l'état bleu ou rouge, horizontal ou vertical ?», le système ne peut répondre que horizontal ou vertical. Alors que fait-il? Eh bien, c'est là qu'intervient une propriété vraiment essentielle de la physique quantique. Il va répondre aléatoirement. Encore une fois, toutes les expériences menées dans ce cas jusqu'à ce jour confirment ce que je vais dire maintenant. À la question « es-tu dans l'état horizontal ou vertical ?», le système répond aléatoirement horizontal ou vertical. Mais aléatoirement ne veut pas dire n'importe comment. Tout se passe comme si les choses étaient ainsi. Ce système, alors je vais le faire un peu plus court qu'on voit bien, ce système se trouve dans une certaine direction, c'est une certaine combinaison de l'état horizontal et de l'état vertical. Alors, voyons ce qu'on peut faire. En fait, cet état résulte de la combinaison d'une certaine fraction de l'état horizontal et d'une certaine fraction de l'état vertical, comme ceci. D'accord ? Imaginez que vous découpiez cet élément-là en petits bâtonnets de même taille, d'accord ? Donc il y en aura un certain nombre. Plus on les prend petits, plus ce sera précis. Et puis on va découper de même ce bâton, cette composante ici, l'élément vertical dans cette combinaison d'états, on va la découper en petits bâtonnets de même taille. Imaginez que vous preniez tous ces bâtonnets, vous les découpez, et vous les mettez dans un chapeau. Et puis, vous tirez au hasard, dans ce chapeau, un bâtonnet. Eh bien, s'il est bleu, le système répond horizontal. Et s'il est rouge, le système répond vertical. Alors, vous voyez que c'est complètement aléatoire, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que la probabilité que le système réponde bleu, c'est-à-dire horizontal, dépend du nombre de bâtonnets bleus qu'il y a dans le chapeau. De même pour la réponse verticale, qui dépend du nombre de bâtonnets rouges dans le chapeau par rapport au nombre de bâtonnets bleus. Et alors évidemment, si le système était effectivement dans l'état horizontal au départ, eh bien ce petit découpage ne va ne mettre dans le chapeau que des bâtonnets bleus. Par conséquent, dans 100% des cas, le système, enfin la mesure, c'est-à-dire la question-réponse, va générer la réponse bleue, horizontale, comme il se doit, puisque le système est horizontal. Et si le système est initialement dans l'état vertical, eh bien il n'y aura que des bâtonnets rouges dans le chapeau, et la mesure va fournir la réponse rouge. Simplement, effectivement, pour une orientation intermédiaire, eh bien, le système ne peut répondre qu'aléatoirement en fonction du nombre de bâtonnets rouges et bleus qu'il y aura dans le chapeau. Bien, je pense que vous avez compris. Et là, se pose une autre question. Alors, non, pardon, une chose encore. Par conséquent, si le résultat de la mesure est horizontal, ça veut dire que j'ai pioché un petit bâtonnet bleu, eh bien, je ne sais pas dans quel état était le système. Je ne peux pas dire, j'ai tiré un bâtonnet bleu, donc le système était dans l'état bleu. Pas du tout. Et je ne peux pas dire non plus, si je mets une limite ici, pile, face, je ne peux pas non plus dire qu'il était dans l'état pile, parce que le système pouvait très bien être comme ceci, et puis il y avait quelques bâtonnets bleus, j'en ai juste pioché un. Donc, tirer, c'est-à-dire mesurer le système, lui demander au système, es-tu pile ou es-tu face, c'est-à-dire en l'occurrence plus exactement, es-tu horizontal ou vertical, ne permet pas de connaître l'état du système. Tout ce qu'on peut dire,
si on tire un bâtonnet bleu et donc que le système répond horizontal, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'était pas parfaitement vertical, parce qu'auquel cas, il n'y aurait pas de bâtonnet bleu, il y aurait que des rouges, et donc c'est pas possible qu'on ait tiré un bâtonnet bleu s'il était vertical. Mais il pouvait être n'importe quoi d'autre. Autrement dit, mesurer l'état d'un système ne révèle pas l'état d'un système. Ça produit l'état d'un système, on va le voir dans une seconde. En tout cas, la seule chose, quand on mesure l'état du système, on ne peut pas dire dans quel état il était, on peut simplement exclure parmi l'infinité des états possibles un seul état dans lequel il n'était pas, c'est celui qui est exactement orthogonal. Voilà. Alors, qu'advient-il maintenant lorsqu'on... après la mesure, donc, le système était dans un certain état, on a effectué la mesure et par exemple, on a tiré un bâtonnet bleu et donc on a tiré état horizontal. Que se passe-t-il après? Eh bien, l'instrument de mesure, s'il doit être un bon instrument de mesure, il doit se tenir à sa réponse. Autrement dit, si je demande au système dans quel état te trouves-tu et que l'instrument de mesure, c'est-à-dire l'appareil à fournir les réponses, me dit horizontal, ah ben non, vertical, ah ben finalement, attendez, horizontal, vertical. Donc, du coup, ce n'est pas un bon instrument de mesure au sens où il ne me renseigne pas sur l'état du système. Donc, l'instrument de mesure doit forcément fournir une réponse à laquelle il doit se tenir. Autrement dit, si, ayant mesuré l'état du système, j'obtiens horizontal, parce que j'ai tiré un bâtonnet bleu, et si je repose la question à nouveau au même système, eh bien, je dois à nouveau obtenir la même réponse. Sinon, encore une fois, c'est un instrument qui ne me renseigne pas sur l'état du système, donc ce n'est pas un bon état. Et donc, si j'obtiens à nouveau, à coup sûr, du coup, maintenant, dans la mesure où le système a répondu une fois horizontal, à chaque fois que je vais le réinterroger, il doit fournir horizontal. Et donc, ça veut dire que la deuxième mesure doit donner à coup sûr la réponse bleue. Autrement dit, il ne doit plus y avoir de possibilité de tirer un bâtonnet rouge. Alors ça nous dit une chose, c'est que lors du processus de question-réponse, l'interaction entre l'instrument de mesure et le système a modifié l'état du système et a fabriqué en fait l'état horizontal, puisque maintenant, à chaque fois que je vais reposer la question, je vais obtenir la réponse horizontale. Autrement dit, donc, je répète, la mesure de l'état d'un système ne révèle pas l'état d'un système, mais produit un système qui est compatible avec l'état du système initial, mais qui est aléatoire. Cette réponse est aléatoire, à moins que le système était vraiment parfaitement dans l'état bleu ou parfaitement dans l'état rouge, alors la réponse est connue à 100%. Mais si je mesure l'état bleu, ça ne veut pas dire que le système était dans l'état bleu, il pouvait être dans n'importe quel de l'infinité des états, sauf l'état parfaitement rouge, l'état parfaitement vertical. Mais la mesure, elle, a produit l'état bleu, et donc il y a une interaction sur le système qui a modifié l'état du système. La mesure ne révèle pas l'état d'un système, mais le produit. Voilà, alors ça change tout pour l'information, pour la manière d'accéder à l'information. Dans le cas d'un bit classique, si je vois que la pièce est pile, ben, elle était pile, si je la vois face, bien, elle était face. Dans le cas d'un système quantique élémentaire, donc élémentaire a un qubit qui permet de faire une distinction entre deux possibilités, horizontale ou verticale, les choses se passent différemment et c'est évidemment une richesse plus grande, mais un certain flou également. Et donc on peut se poser la question, comment se fait-il, parce qu'on entend beaucoup parler d'ordinateurs quantiques qui seraient extrêmement puissants grâce à la manipulation d'informations quantiques. Et on peut bien se demander quand même comment une chose aussi étrange et surtout aussi évasive, aussi incertaine, peut bien représenter un atout. Alors ça, c'est lié à une autre propriété dont je parlais une autre fois, qui s'appelle l'intrication, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des états combinés à plusieurs sous-systèmes. Mais on verra ça une autre fois. Pour résumer, le bit quantique, le qubit, se distingue du bit classique de la manière suivante. Le bit classique est un système qui peut être dans l'un ou l'autre de deux états distincts mutuellement exclusifs, et pour savoir lequel, il suffit de l'interroger. Tandis que le bit quantique est un système qui peut se manifester dans l'un ou l'autre de deux états distincts, mutuellement exclusifs. Autrement dit, les manifestations des deux systèmes sont identiques.
deux états distincts mutuellement exclusifs. Mais dans le cas classique, l'état du système et l'état sous lequel il se manifeste sont une seule et même chose, si bien qu'on finit par confondre ces deux notions, qui sont pourtant radicalement différentes, comme la philosophie l'a parfaitement identifié depuis toujours. Tandis que dans le cas quantique, l'état sous lequel le système se manifeste est tout à fait distinct de l'état du système avant sa manifestation, lequel état est quant à lui totalement inaccessible, de même que ce qu'on appelle la chose en soi en philosophie. Or, on ne peut pas prédire la manière dont un système va se manifester. La manifestation est en partie libre. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant et de fondamental en physique quantique. On ne peut pas non plus rétrodire ou prédire à l'envers l'état dans lequel était le système qui s'est manifesté d'une certaine façon. Le système qui se manifeste horizontal n'était pas forcément horizontal. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'était pas purement vertical. Mais il pouvait être dans n'importe quelle autre combinaison d'états entre tout ce qui n'est pas vertical. Voilà, cet épisode a été un peu long, j'espère qu'il vous aura quand même permis de mieux saisir cette notion de qubit, qui est évidemment centrale en informatique quantique, dont on parle beaucoup ces temps-ci, avec la cryptographie quantique d'une part, mais aussi bien sûr avec les tentatives de mise au point d'un ordinateur quantique, c'est-à-dire d'un ordinateur qui manipulerait l'information directement au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau des qubits. Bien sûr, on a un peu de mal à saisir comment les limitations fondamentales qu'introduisent les lois de la physique à la manipulation élémentaire de l'information pourraient se transformer en avantage. Drôle d'ordinateur qu'un ordinateur dont on ne pourrait jamais connaître véritablement l'état interne et qui, à chaque question posée, répondrait de manière aléatoire. Mais l'algorithmique quantique est une science délicate et de grands esprits ont trouvé le moyen effectivement de concevoir des procédures, des algorithmes manipulant ces qubits et qui permettraient d'offrir donc à ces ordinateurs quantiques des capacités tout à fait inédites. Pour cela, il faut, comme je l'ai mentionné, s'appuyer sur un phénomène qu'on appelle l'intrication, dont je ne dirai rien aujourd'hui, mais qui intervient dès lors qu'on met ensemble, qu'on combine plusieurs qubits. Donc c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. En attendant, si cette vidéo vous paraît instructive, n'hésitez pas à la partager. Et d'ici le prochain épisode, que les astres vous soient cléments. À bientôt!